thérapeute, c'est se changer soi-même. Et en fait, moi, il y a un truc, ils m'ont eu parce qu'au départ, moi, je ne voulais pas être médecin, je voulais faire de la biologie. D'ailleurs, je suis arrivé à faire de la biologie. Parce que je trouvais ça magique. Et puis, mon père m'a dit, mais plutôt que de t'emmerder à faire de la biologie, tu devrais faire médecine, et puis après, tu feras ce que tu veux. Je suis rentré en médecine, et j'ai découvert très, très vite que un truc qu'on t'apprend jamais en médecine, mais qui est fondamental, c'est d'apprendre à gérer la douleur et la mort des autres. Et on ne te dit rien. Et donc, il faut que tu trouves toi-même ton positionnement vis-à-vis de la souffrance, de la douleur et de la mort des autres. Alors, il n'y a pas de formule magique. Moi, la mienne, c'est de me dire qu'il y a toujours moyen d'aider, d'améliorer. Mais mes premiers malades... Alors, quand tu es à l'hôpital, on te donne une demi-douzaine de lits, et puis tu surveilles les gens, tu les vois tous les jours, et puis tu fais des rapports, etc. Puis de temps en temps, il y en a un qui meurt. Et puis avec lequel tu avais sympathisé, tu vois. Et tous les soirs, tous les jours où il y avait un mec qui mourait, j'étais tellement mal que je me faisais une toile, j'allais au cinéma. J'allais essayer de me vider la tête. Parce que... Ouais, parce que faut que je m'extirpe, si tu veux, de cette souffrance. Hein, dans le rêve, le cinéma, c'est du rêve. Hein, parce que c'était extrêmement douloureux. C'était extrêmement douloureux. Et puis, bon, alors après, tu te dis, tu culpabilises, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. Et puis après, tu apprends à mettre la bonne distance avec le patient. C'est-à-dire être suffisamment empathique pour bien comprendre, rentrer dans son vécu, bien comprendre comment il fonctionne, etc. Mais suffisamment de distance pour ne pas te sentir impliqué toi-même. C'est son histoire. C'est très difficile. Et on peut faire des erreurs. Mais il n'y a pas de solution. C'est des solutions personnelles que tu dois trouver. Et c'est un truc qu'on ne dit pas. Moi, j'ai jamais entendu ça en école de naturopathie. En fait, il fallait soigner les angoisses, il fallait prendre en charge les angoisses, les douleurs et la mort des gens. Et il y a des bouffées de... l'existence humaine, elle n'a pas de sens fondamentalement. On est nu, chauve et incontinent. Et puis on va terminer pareil. Oui, chauve, Putain, mais moi, je suis machin truc, je prends les bidules là, tu me dis pas ça. Et en fait, voilà, et en fait, qu'est-ce que tu vas faire pendant les 80 ans de ta vie? Eh ben, tu sais, est-ce que ça sert à quelque chose? T'en sais rien. Voilà. Voilà, donc il faut que tu fasses une philosophie personnelle. Hein. Alors après, ça dépend de ta structure mentale. Alors il y en a, ils se trouvent un idéal et ils se battent pour. Hein. Ils s'engagent dans l'armée. Voilà. Ils vont protéger l'Europe. Ils vont protéger l'Europe. Voilà, j'en ai vu, là j'en suis 2 actuellement. Il y en a un, il est pilote de drone. Suicide, alors je me suis fait encore un char. Et puis à l'autre, il est tireur d'élite, tu vois, il est tireur d'élite, alors il dit, mon record c'est 1,6 km. Il dégomme le mec à 1,6 km. Ça c'est son objectif à lui, tu vois. Bon, ils ont besoin de se créer un idéal pour que leur vie ait un sens. Mais la plupart des... Pardon ? C'est l'autre comme sens à la vie. Ah ben, des fois, chez les hommes, c'est souvent la mort, le sens à la vie. C'est ce qu'on disait, les hommes sont beaucoup plus sur le versant mort, les femmes sont beaucoup plus sur le versant vie. Et donc, pour les femmes, c'est l'enfance, c'est la perpétuation, c'est l'éducation, etc. C'est pour ça, par exemple, pourquoi il n'y a pas de femmes pilotes de course en Formule 1 ? Il n'y en a pas une seule. En Formule 3, il y en a peut-être 2-3. Mais en Formule 1, il y a zéro nana pilote de Formule 1. Et alors, quand tu demandes à un pilote de Formule 1, moi j'ai
J'ai vu le gars qui posait la question, comment ça se fait que c'est un métier où il n'y a pas de femmes? Et il te dit, et il te répond, c'est parce que les femmes ne sont pas assez sur l'instinct de mort. Parce que tu risques ta vie à tous les virages, hein, et une vie, tu vas terminer carbonisé, hein, c'est ça le problème. Hein. Et puis, tu n'as pas envie. Parce que, manière que dans l'alpinisme extrême, pareil, bah, bien sûr, elles ne sont pas folles. Il faut être un mec pour faire des conneries pareilles. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein, il faut être honnête, elles sont beaucoup plus équilibrées que nous, elles fonctionnent sur 2 cerveaux. Si j'ai pas encore compris ça, c'est 0, 1. Donc 2. Voilà. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et alors d'ailleurs, en cabinet, alors tu verras, en cabinet, c'est intéressant, ceci dit, quelle heure il est ? Oui, en cabinet, cabinet d'un homéopathe, c'est 3 femmes pour un homme. À peu près. Hein, t'es d'accord ? Ouais, les hommes qui viennent, c'est parce qu'ils avaient plus le choix. Voilà, alors les hommes qui viennent, c'est parce que la thérapeutique par le bistrot, ça n'a pas marché. C'est vrai, hein, non, c'est vrai. Hein. Donc, voilà, je peux plus faire. Voilà, sulfure, c'est parce qu'il ne peut plus courir, etc. Et puis, ils viennent parce qu'ils ont, en fait, ils sont déjà dans un stade organique, évolué. Donc, à la limite, c'est plus simple, c'est à la fois plus compliqué organiquement, mais c'est plus simple parce que c'est des pathologies évoluées. Les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles sur leur vécu et sur leur sensibilité, etc. Et elles vont t'amener tout un tas de symptômes que d'ailleurs à la faculté on ne t'apprend pas. Au fil des années, les hommes augmentent. C'est pourquoi? Parce que la femme elle vient d'abord. Oui, après. Et après, à force que oui. Le mec il voit que sa femme va mieux et puis qu'elle l'harcèle régulièrement, tu devrais. Oui. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. C'est exact. C'est pas de résilience, c'est exact. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Mais on fonctionne fondamentalement différemment. Bien sûr, c'est physiologique aussi, hein, mais c'est aussi très social. Parce que on est des sociétés qui sont patriarcales et qui sont organisées autour du combat et de la guerre. On est des sociétés guerrières, fondamentalement. Et juste pour l'extrême inverse, oui. j'ai mes patients qui, justement, arsenicum et tout, qui travaillent dans la police, celle qui met les PV. Oui. Et qui a vécu de l'harcèlement au travail. Oui. Et là, pour finir, médecin généraliste un peu perdu. Il te l'a envoyé. Le psychiatre, au rendez-vous, lui dit 3 fois. Parce qu'elle lui explique ce qu'elle vit et tout. Puis, oui, enfin, bon, moi, je ne vous connais pas. Et puis, il continue. Puis, voilà, puis quoi d'autre? Elle lui explique, enfin, moi, je ne vous connais pas. oui. Voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, ce psychiatre qui me dit 3 fois qu'il ne me connaît pas? Mais ce que je lui raconte, c'est quoi? C'est un délire? Mais il y a une incompréhension complète. Oui. Mais il faut comprendre que les médecins, ils sont en école de médecine, on leur apprend à soigner le cancer et la tuberculose. Hein. Et réfléchir au vécu des gens, on ne m'a jamais appris. Réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait derrière un symptôme, on ne m'a jamais appris. On m'a appris à assembler les symptômes pour faire un diagnostic, mais on ne m'a jamais appris qu'est-ce qu'il y avait avant que le symptôme apparaisse. Jamais. Jung et Freud, ils le disent 100 ans, que l'histoire du patient est fondamentale. Oui. Alors Freud, il a une vie assez extraordinaire quand même, parce que c'était une diva, Freud aussi. Hein. Jung, c'était une diva, mais Freud, c'était une sacrée diva aussi. Et alors, il était fumeur, et il a fait bien sûr un cancer de la langue, et il a choisi toutes les mauvaises options pour soigner son cancer de la langue.
il a manqué crever lors d'une première intervention, enfin, il a fait tout ce qu'il fallait. Il avait un instinct de mort extrêmement puissant, tu vois, qui l'a amené d'ailleurs à mourir de son cancer de la langue. Donc même les gens qui réfléchissent aux causes et aux aboutissements du truc, ça ne veut pas dire qu'ils sont libérés de leurs propres problématiques. Hein. Par rapport à la question initiale, une brique de réponse, c'est le livre de livre, qui est vraiment de dire le monde il vient en toi, que je sois patient ou ce qui se passe maintenant. Forcément, on est touché. Et on est touché par des peurs qui sont en nous, qui sont inconscients. Il coupe les têtes, et chaque fois qu'il coupe une tête, il y en a 3, 4 qui repoussent. Oui. Jusqu'à ce que son serviteur vienne cautériser les têtes, c'est-à-dire mettre de la lumière, mettre de la conscience sur les émotions qui naissent de tes peurs. Et c'est la prise en charge de ces émotions qui fait qu'en tant que thérapeute, tu peux garder une équilibre. Oui, il faut commencer par changer soi-même. Ouais. Voilà. Non, mais quand les patients ils sont simples, c'est simple. Bonjour, bonjour. Non, mais il y a des patients qui sont très très compliqués, qui sont anxiogènes, qui sont agressifs, il y a de tout. C'est avec eux qu'on apprend mieux. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est dans les échecs qu'on apprend en plus. Et quand on arrive à... Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait beaucoup d'échecs. Quand on arrive à justement à pouvoir accueillir des gens compliqués comme ça, c'est là que je trouve que le cabinet se développe bien. Oui, oui, le cabinet se développe à partir du moment où les gens sentent que tu as une bonne énergie et que tu peux leur apporter des choses justement par ton écoute et par le changement de point de vue que tu vas pouvoir leur apporter. Et c'est ce que je disais, donner du sens à leur histoire. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, moi, j'ai un vécu un peu particulier. Moi, je suis le fils d'un pilote d'essai, ancien pilote de bombardier de l'US Air Force. Donc, tous les matins, mon papa partait, on ne savait pas s'il allait rentrer le soir. Tu vois ? Autrement dit, j'ai eu le vécu d'un enfant dont le père était à la guerre et risquait de se faire tuer tous les jours. Et puis petit à petit, j'ai vu tomber tous ses copains qui sont disparus dans des accidents, dans des machins. Et à la fin de sa carrière, sur 10 qui avaient démarré, il n'y avait que 3 rescapés. Dont lui. Voilà. Et donc, si tu veux, ça te donne un vécu en tant que petit enfant, si tu veux, d'insécurité fondamentale. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, la vie, il n'y a pas de sécurité dans la vie. Hein, il faut s'adapter, c'est ça la sécurité, c'est la capacité de s'adapter et de dépasser les obstacles et les manques et les choses comme ça. En sachant que c'est très dur, que c'est difficile, qu'il va falloir changer, que c'est toujours douloureux, ça coûte cher à tous les niveaux. Mais et j'essaie de faire passer ça à mes patients. Mais ça te construit quand même confiance. Pardon ? Tu es obligé de faire confiance dans une situation comme ça. On abonde. Ah ben oui, oui, oui. Mais tu peux toujours essayer de faire mieux. Moi, j'ai fait 10 ans d'analyse, et puis au bout de 10 ans d'analyse, j'étais devenu copain avec mon analyste. Surtout que des analysés comme moi, elle ne devait pas en avoir tous les jours. Vous alliez boire des bières après Non, on est resté dans le cadre. Mais enfin, on discutait un petit peu quand même à la fin de la séance. Et puis à la fin de la séance, je lui ai dit, mais quelle est votre structure pour vous positionner vis-à-vis de l'analysé? Est-ce que vous avez un chemin à suivre, etc. Et elle me disait non. Elle me disait non. Elle me dit, j'ai que 2 choses que je fais, que je garde en tête systématiquement. La première, c'est qu'il faut relativiser la difficulté, donc pour ce faire, il faut élargir le cadre. Hein, c'est-à-dire les gens, ils viennent te voir, ils ont la tête dans le seau, puis
puis il faut leur faire comprendre que bon, en dehors de l'univers du saut, il se passe des choses, quoi. Et puis petit à petit, ils vont sortir la tête du saut. Donc élargir le cadre. C'est-à-dire leur parler de choses qui sont en dehors de leurs problèmes, de leurs conflits actuels. Et puis la deuxième chose, elle me dit, la deuxième chose, elle m'a fait un cadeau magnifique ce jour-là. La deuxième chose, c'est que dans le noir où ils sont, il y a peut-être une petite fenêtre avec un rayon de soleil. Autrement dit, il y a un espoir d'une solution. Voilà. Et donc bon, elle avait 50 ans de pratique, hein, donc c'est bien d'arriver à un message tellement simple, hein. Je trouve ça formidable. Et elle m'a fait un superbe cadeau en me disant ça. Et donc, en fait, c'est la philosophie que j'applique avec tous les patients. Donc, dès qu'ils arrivent avec un problème, j'ai une cirrhose, je sais pas, je me suis fait arracher la jambe, etc. Bon, tu élargis le cadre, tu essaies de voir les tenants et les aboutissants, etc. Et puis ça relativise le problème dans lequel ils se débattent. Et puis ensuite, on se fixe un objectif ou une solution, même si elle est lointaine. Le fait qu'il y ait cette petite lumière, cette petite fenêtre avec la lumière, l'espoir fait vivre. Mais ça prend plusieurs séances. Pardon ? Ça prend plusieurs séances. Ça peut prendre La première. Ça peut prendre plusieurs séances. Hein, je crois que tu es d'accord avec moi. Hein. Voilà. Oui, non, mais des fois, il y en a qui veulent. Ah, regardez, il y a une fenêtre. Au revoir. Je veux pas l'avoir. Là, il y a la peau. Ah ben il y en a, ils voient rien, et puis il y en a, ils sont dans une telle, ils ont la tête dans le seau, ils sont dans une telle crispation de leur truc que c'est très, très difficile, hein. Très, très difficile. Alors on peut travailler sur n'importe quelle méthode, c'est pas la méthode qui compte. C'est les émotions qui sont en lien avec le problème. Oui. Les émotions, il faut qu'on ait la tête dans le seau. Oui, oui. C'est vrai que... Et puis il y a beaucoup d'éléments perturbants, environnants et itératifs qui fait que ça replonge le patient dans son problème. Hein, le conjoint, les enfants, le patron, le problème de fric, etc. Les gens ont la tête dans le seau, ils sont pas bien, quoi. Et tu vas pas pouvoir enlever le seau tout de suite. Donc. Mais tu peux quand même expliquer. Pardon ? Oui, tu as tout un tas d'épines irritatifs qui fait que les gens ne peuvent pas récupérer leur liberté de mouvement. Mais déjà en prendre conscience, le verbaliser, le mettre sur la table, etc., et puis essayer de travailler dessus, qui fait quoi, comment, etc. C'est déjà libérateur, ça leur fait du bien. Pause.